Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, aux auditeurs et aux personnes qui nous regardent. Du coup, je suis Manon. Moi, c'est Océane. Et moi, c'est Claire. Donc, Claire est aujourd'hui notre invitée. Merci à Claire déjà d'avoir accepté. Claire, c'est de l'association Les Faits Queer, qui est une association LGBT qui du coup est à l'université. Oui. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on fait cette collaboration ensemble pour parler du coup de différents portraits de femmes qu'on avait envie de raconter. Il faut savoir qu'on ne connaît pas les portraits des personnes que nous avons choisies, donc on va chacune présenter une femme dans l'histoire et ce qu'elle a fait et pouvoir échanger pendant un petit temps autour de son histoire, si on a des questions, ce genre de choses-là. Est-ce que, Océane, tu voudrais commencer ? Allez. Du coup, moi, j'ai choisi... parce que je voulais aborder un sujet. Je voulais aborder le droit à l'avortement. J'aurais pu prendre Simone Veil, bien évidemment. Mais j'ai choisi de l'aborder avec une autre femme qui a aidé aussi. Donc, c'est une avocate, c'est Gisèle Halimi. Alors... Pour ce portrait, on va aborder des sujets qui sont peut-être sensibles pour certains. Donc je préfère prévenir parce que du coup, elle apporte ça avec l'aide, malheureusement, d'une affaire de viol. Donc j'ai beaucoup parlé d'agression sexuelle, malheureusement. Donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise, au pire des cas, on pourra mettre des timecodes. Exactement, oui. Donc voilà, il y aura quand même ça sera quand même possible de suivre les autres portraits, mais bon, le mien, voilà, c'était quand même un sujet que je voulais aborder, donc je préviens quand même en début si jamais vous n'êtes pas à l'aise. Voilà, pour trigger warning, oui. Oui, je préfère. Tout à fait. Donc, c'est une avocate, elle est née le 27 juillet 1927 et elle est morte le 28 juillet 2020. C'est une précision parce que du coup, elle n'a pas pu voir certains droits qui sont passés et certaines affaires qui, malheureusement, font écho à son travail à elle. En 1971, elle fait partie avec 343 femmes d'un décret qui donc, a été publié dans un journal qui reconnaît ouvertement qu'elle a eu affaire à un avortement. Donc à l'époque, c'était pas légal. Donc on le faisait... dans l'ombre, l'obscurité. Je pense qu'on connaît tous les fausses d'ange, les cintres, les morts que ça engendre. Donc c'est une avocate qui est engagée. Dans ses plaidoyers, elle va beaucoup amener la politique dedans. Donc par exemple pour l'affaire du viol collectif de Tonglé Castellano, elle refuse le huis clos, donc elle veut vraiment le fait en fait, de montrer et ne plus cacher ces histoires de viol, ces histoires d'avortement dues malheureusement, quand c'est malheureusement dans ces affaires, c'est dû au viol ou à l'inceste. Quand elle pouvait, elle faisait venir aussi des militantes, des femmes intellectuelles, ou elle avait même pensé à faire venir ses enfants, ses fils, parce que du coup c'était vraiment le mode de ok d'accord, c'est pas des témoins directement liés à l'affaire, mais ce sont des témoins un peu de droit et tout, en mode c'est des mamans qui sont femmes seules, mères seules, c'est pas facile à élever, surtout dans cette époque, les mamans solo n'étaient pas faciles. Les intellectuels amenaient à un moment donné de l'histoire pour dire en fait l'avortement existe depuis toujours, mais c'est juste en fait que malheureusement c'est les femmes qui en pâtissent. En fait c'était vraiment ça son combat, c'était montrer que c'était des femmes qui en pâtissaient et pas les hommes. Donc l'affaire qu'on va avoir, c'est l'affaire Bobigny. Bobigny, oui. Bobigny, pardon. T'inquiète. Excuse-moi. En 92. Non, j'ai voulu avancer les choses. À 72. On va juger 5 femmes. Et ça va permettre du coup de remettre en avant, en lumière, donc le sujet de l'avortement. Donc pour l'histoire, malheureusement, Marie-Claire a 16 ans et se fait violer par un garçon de son lycée. Elle va en parler à sa maman Michel, qui a du coup 3 filles qu'elle élève seule. Elle est agent à la RATP. Donc c'est elle qui va prendre le choix de payer. Et je dis bien payer. Pour faire l'avortement de sa fille. Et elle fait une hémorragie. Elle va survivre.
qui est à prendre en compte parce que malheureusement, souvent, les jeunes femmes ou les femmes en mouraient. Donc, entre-temps, donc son violeur se fait arrêter pour des vols mobylettes. Et histoire de gagner un peu la sympathie des agents et de la police, il va dénoncer du coup Marie-Claire, qui a fait du coup cet avortement et que ce n'était pas légal. Donc la suite logique, à l'époque, c'est qu'on allait arrêter les 5 femmes. Du coup, qui avait fait cet avortement. Oui. Alors, je comprends les énervements, vous inquiétez pas, moi aussi je suis énervée. Et du coup, elle va refuser que ça soit caché, elle va vraiment mettre en scène, pas mettre en scène, mais mettre en lumière le procès. Et là, il va y avoir un déclic. L'opinion publique va être du côté des femmes, et du coup, c'est vraiment ce qui va changer. Et dans le livre que j'ai du coup pris les femmes, les grandes oubliées, il y a le plaidoyer. Et c'est triste de se dire qu'en 2026, il y a encore des détails qui sont d'actualité, qui font écho. C'est triste à dire, c'est vraiment décevant. Et c'est vraiment, c'est vraiment désespéré. En fait, le problème de la femme, elle n'a pas droit. Alors, plus qu'à certaines époques, je suis d'accord, que son corps est critiqué, que son corps, on veut pas qu'il lui appartienne. Et c'est un malheur, mais très bouleversant aussi du coup. Mais bon, ça a aidé. Donc, vu que l'opinion publique là était de leur côté, elles ont eu quand même des peines, mais assez moindres, des amendes et quelques mois en prison. Mais c'est triste à dire, mais c'était pour le coup, c'était un des meilleurs, une meilleure fin. Et pourtant, il y a quand même des femmes qui ont juste eu, ce que nous maintenant on considère comme un droit normal, et elles ont quand même dû subir des emprisonnements ou des amendes pour ça. Donc elle était aussi ambassadrice de la France à l'UNESCO. Du coup, elle poursuit le combat féministe et elle était députée française. Et donc c'est là où vraiment elle participe à la loi pour les avortements pour tout le monde, pour toutes les femmes. Donc la loi en France, c'était le 17 janvier 1975. Donc ça a été porté, comme j'ai dit, par Simone Veil, qui est morte en 2017, et qui est rentrée au Panthéon, première femme qui rentre au Panthéon, le 1er juillet 2018. C'est Gisèle Halimi qui a aidé aussi, parce que du coup c'était vraiment porté par Simone Veil, mais elle n'était pas toute seule, il y avait d'autres femmes qui l'ont aidée, donc dans l'ombre on va dire. Et Simone Veil en fait était dans les projecteurs, c'est elle qui se prenait des vagues de haine, d'insultes, de menaces de mort. Et pour conclure un peu le portrait, en France, c'est rentré du coup le droit à l'avortement dans la Constitution française le 8 mars 2024 en réponse à nos... Je sais pas comment dire. Oui, à nos homologues des États-Unis qui l'ont retiré du coup en juin 2022, qui ont annulé l'arrêt Rose... Roe versus Wade, ouais. Voilà. Merci, parce que j'ai un accent anglais très pourri. Donc voilà, et c'est vraiment, en fait, c'était vraiment le but, c'était de parler, de dire le droit à l'avortement, c'est fait grâce à des femmes qui ont juste eu marre que leur sœur meure. Et pour rien, en fait, juste parce qu'elles qu'elles pouvaient pas, ou qu'elles ne voulaient pas, ou parce qu'il n'y a pas de justifié, en fait, pour avoir un avortement. Et c'est possible maintenant en France, et c'est maintenant rentré dans la Constitution, de pouvoir avorter librement, sans payer, sans se justifier, et c'est une chance. Une chance qu'il a fallu se battre pour la garder, et je trouve aberrant parce que du coup, 75, c'est plus de 40 ans, et en 2024, elle est rentrée dans la Constitution. Tout ça parce qu'on a eu des femmes encore ont eu peur qu'on leur retire ce droit parce qu'elles ont vu que les États-Unis l'avaient retiré.
Voilà. Voilà, Sujet c'est bon. pas le plus agréable à parler, même Non, je s'il suis est extrêmement désolée. important, puisque cette question du recul du droit des femmes et de Oui. l'avortement dans de nombreux pays, même les plus développés, est de Oui. plus en plus important. Par rapport à la tribune dans laquelle elle a écrite, Oui. c'est la tribune, je crois, c'était les... Elles ont souvent été appelées, je crois, les 343 salopes, Ouais. justement parce qu'elles ont Oui. assumé le fait d'avoir eu recours à un avortement. Je crois qu'il y avait Simone de Beauvoir aussi, souvent, dont on parle comme une des signataires de... Oui, il y avait des Catherine deux- Deneuve, je sais plus tout le monde. Parce Ah, qu'il y a- Catherine Deneuve il aussi. y a plusieurs personnes qui ont été citées. Et en fait, c'est vraiment en mode des femmes de lumière, Mm. pour le coup, qui se sont dit bah ouais, mais en fait, nous aussi, en fait. Et pour le coup, elle avait déjà un enfant, enfin, elle avait déjà des enfants, c'était vraiment. Enfin, ça dépend en fait, c'est que des fois, en fait, on peut juste pas, on peut juste plus, et c'est normal. Et du coup, oui, elles se sont faites insulter dans les journaux, insultées, enfin. Et du coup, moi, ma question, parce que du coup, par rapport au procès Bovini, tu avais dit que le public était du côté de ces femmes qui ont Oui. été arrêtées injustement, mais du coup, dans les médias à l'époque, genre, vu qu'il y a eu Et un c'était mouvement de- médiatique, Oui. j'imagine que la position devait être assez polarisée, je voudrais dire, mais du coup, est-ce que tu peux en parler un peu plus Oui. de ce point de vue-là? En fait, il y a beaucoup de femmes qui manifestaient en dehors du tribunal. Et du coup, pour les journaux, malheureusement, c'était coupé par rapport au sexe. Si c'était des femmes le journal dirigé par des journaux de femmes et tout ça, ça allait. Sinon, oui, c'était insultes, on s'en prenait à elle, on mettait en question son rôle de maman, parce que si t'es pour ça, t'es pas une bonne mère. Enfin, ouais, c'était assez. Mais de toute façon, c'est toujours très violent. Dans ces cas-là, juste en parallèle, genre quand Simone Veil elle a fait les lois et tout, on lui a redit qu'elle aurait dû mourir dans les camps et tout ça. Enfin, en fait, ils vont vraiment chercher tous les petits détails, pointer, les ressortir, et c'est pareil. Enfin, pour elle, du coup, il y avait aussi parce qu'elle est d'origine de Tunisie. Mm. Et c'est pareil, ils ressortaient, retourne dans ton pays. Enfin, il y avait des trucs. C'était vraiment des petits détails. Ouais, raciste. Oui, racistes. Mais de toute façon, là, ils ont tout, ils tapaient dans tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir la blesser, et enfin, pour pouvoir les blesser, les femmes en général, et les déstabiliser et qu'elles arrêtent. Est-ce que tu voulais rajouter peut-être quelque chose, Claire? Non, mais je sais pas. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Enfin, moi, c'est un sujet qui me touche vraiment particulièrement. Je comprends. Donc, voilà. Et puis c'est pareil, j'ai cherché aussi, parce que je me suis dit que on allait sortir, c'est que en Europe, c'est pareil en fait. Nos voisins, c'est assez récent. Par exemple, j'ai découvert qu'en Finlande, qui est le 25e sur les 27 de toute l'Europe, à avoir légalisé l'avortement sans besoin de justificatif en 2023. Ah oui. Ah oui, Oui, c'est parce que je sais qu'il y a certains pays où il y a des restrictions. Et avant, il y avait des restrictions. C'était avant 17 ans. Après 40 ans. Oui. Mais si tu avais déjà eu 4 enfants, si tu avais des problèmes financiers, des problèmes sociaux ou de santé, tu pouvais du coup demander l'avortement sans que tu dépenses d'argent et tout ça. Mais sinon, des fois, il fallait que tu payes, il fallait que le médecin soit d'accord. Et du coup, là, ça est depuis vraiment le 1er septembre 2023. Donc la loi est rentrée en vigueur, où on peut demander gratuitement et c'est légal, c'est... Ah oui. Oui, j'ai trouvé quand même quelques chiffres où je me suis dit c'est quand même 2014, 2018, sont pour certains pays, où c'était réservé pour certaines personnes de la haute société en étant complètement remboursé. En fait, c'est ça. À chaque fois, dans les pays d'Europe, c'est pas complètement remboursé, ou si c'est remboursé, il faut que tu coches, c'est horrible à dire, que tu coches certaines cases et tout ça, certaines conditions, et c'est triste à dire qu'on est au XXIe siècle et que ça arrive encore, alors qu'on a la possibilité, les capacités médicales, les suivis, et oui. Et du coup, oui, c'est pour ça que ça me tenait à cœur, parce que j'entends souvent encore dire « Oh, mais c'est bon, de quoi vous plaignez, c'est voté, c'est là ».
oui, mais c'est fragile. Et, Oui. et même dans des pays où on considère qu'on est développé, la preuve en est que il a fallu attendre 2023, il a fallu attendre 2014 pour le Luxembourg, c'était réservé que pour les grands-duchés. Et si c'était vraiment un cas désespéré. Ah oui. Ouais, mais puis c'est toujours remis en question, même en France. Oui, voilà. On le voit avec l'extrême droite. Hein. Ah oui, oui. Donc Oui. voilà, c'est terrible. Oui, et puis même, par exemple, le droit à l'avortement est mis dans la Constitution, mais il ne concerne pas, par exemple, les personnes transgenres, Oui, voilà. oui, là. Ouais, par exemple, Oui. et ça reste bien dans le sens où la France est le premier pays dans le monde dans lequel le droit à l'avortement est inscrit dans la Oui. Constitution de cette manière-là. Parce que d'autres pays, quand ils ont fait leur constitution, je crois des pays en Amérique latine, si je raconte pas de bêtises, les personnes dans les commentaires pourront sûrement dire plus que moi là-dessus, parce que là je le fais de tête, mais on est le premier pays dans le monde à l'avoir mis dans la Constitution, mais ce n'est pas permis à tout le monde. C'est-à-dire qu'une Encore. personne transgenre, un homme transgenre qui aurait encore biologiquement des organes génitaux féminins ne pourrait pas avoir accès à l'avortement. Son seul critère qu'aujourd'hui à l'état civil, il est un homme. Ça pose quand même question. Oui, ça, Ouais. c'est prochaine ère du combat. Donc c'est bien, Oui, mais ça ne représente pas tout le monde Non. malheureusement. Et oui. oui, oui. Mais c'est pour ça, en fait, quand je parle moi, quand je me suis exprimée et que je disais toutes nos sœurs devraient le pouvoir, c'est vraiment... C'est vrai que du coup, on connaît pas Mopi. Mais oui, quand je dis toutes nos sœurs, c'est tout le monde. Et puis même, du coup, les personnes trans qui ont, du coup, encore les organes génitaux féminins. Enfin, du coup... Juste les personnes trans, Ouais. tout le monde devrait. Tout le monde peut, tout le monde doit. En fait, devrait. tout le monde, quand je dis nos sœurs ou tout Ouais. le monde doit, c'est un droit pour tout le monde, c'est vraiment, j'englobe tout le monde et je mets personne de côté parce que bien évidemment, enfin, pour moi, ça rentre dans le truc, c'est que si t'es féministe, tu Ouais. laisses personne. Oui. Puis c'est pas la haine des hommes. Ah ouais, non. Aussi. Oui. Ouais, non, C'est pas... ça, C'est révoltant. Ouais. mais non, c'est juste demander l'égalité et que tout le monde soit traité pareil. Et puis, Oui. du coup, c'est vraiment le fait de... notamment avec les grandes oubliées que j'ai lues, c'est vraiment le fait que... Puis même, quand moi je vois dans ma vie privée, un homme a le droit de pleurer. Un Mais homme a oui. le droit de ressentir des sentiments, de les exprimer. Ouais. Et c'est un truc que quand j'ai lu aussi, c'est que elle disait que donc l'auteur... alors je ne lis pas dans ma tête, désolée. Titou Lecoq, elle disait qu'il fallait pas oublier qu'après MeToo et tout ça, et par rapport au fait qu'on ait effacé les femmes de l'histoire, qu'il fallait pas, après MeToo, qu'on efface les femmes. Et je trouve ça aberrant de voir que c'est le cas en fait. Si on fait pas attention, parce que du coup, il y a la masculinité qui arrive, là, qui remonte et tout. Et je me dis qu'en fait, on peut aller de ce côté-là, de se refaire effacer, refaire invisibilité des combats. Et c'est pour ça aussi que certains trucs, c'est important qu'on en reparle et qu'on continue de parler pour les défendre. Parce que on peut plus maintenant, enfin pour moi, se dire c'est pas grave, c'est acquis, on laisse tomber. Ouais, non. Et après on va se réveiller, et un jour on va se réveiller et on va se rendre compte qu'en fait on nous a eu parce que des droits sont passés, parce que du coup on s'est dit non mais c'est bon, maintenant 21e siècle, les droits ils sont faits et tout, et je pense que c'est important. Oui. Moi, je trouve qu'on est constamment en danger. Hein. Même si... Enfin, autre que là, le sujet de l'avortement, Oui. dans tous les cas... Enfin... J'arrive pas à exprimer, mais c'est terrible. Aussi. On est toujours là à dire qu'on est un pays libre, mais enfin, on n'est jamais libre. Donc bon. C'est vrai que les droits sont facilement remis en question, Voilà. et puis qu'après MeToo et en tout cas après cette ouverture, en tout cas plus progressiste, où dans les années 2010, du coup, on a eu le mouvement MeToo, on a eu la légalisation du mariage pour tous, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une sorte, le mot contre-attaque ne fonctionne pas, mais le contre-coup, le revers de cette avancée dans les droits-là, puisqu'on va remettre en question les plus fondamentaux.
comme le droit à l'avortement aux États-Unis. mariage pour tous aussi. Ouais, bah, oula, oui. De quoi? Le mariage pour tous aussi aux États-Unis. Oui, malheureusement. mariage pour tous, il y a encore, mais on fait des restrictions sur les personnes queer, sur les femmes. Oui. On a réduit l'avortement à son strict minimum dans certains États, et au final, c'est là où il y a encore des femmes aujourd'hui qui meurent. Et ce n'est pas que aux États-Unis, Oui, c'est aussi non, le mais cas non. dans beaucoup de pays, et malheureusement, on n'a pas toutes les connaissances, en tout cas sur la législation de chaque pays, pour pouvoir en parler, malheureusement. Mais oui, malheureusement, il est vrai que ce qui a été renvoyé par les États-Unis a eu un énorme impact, en tout cas en Occident, on pourra le dire comme ça, et que malgré notre position de privilégiée en étant dans un pays développé et en étant toutes des femmes blanches, ici, je pense que c'est pas maladroit de ma part de dire ça dans ce sens-là, mais Non, du oui. coup, on sait qu'on a déjà des chances d'accès que tout le monde n'a pas, et malheureusement, il faut qu'on se batte pour que tout le monde puisse l'avoir, peu importe les critères, entre Oui. guillemets, parce que les critères ne devraient même pas exister. Non, tout simplement. Et puis aussi pour qu'on puisse les garder, ces droits-là. Parce que sinon, il n'y aurait pas de 8 mars, il n'y aurait rien, quoi. Donc oui, on doit se battre tous les jours. Puis même, je trouve que c'est bien que aussi, tu t'es parlé de l'histoire du viol. Parce que oui, on subit ça, on peut se faire avorter. Sauf que à côté de ça, tu peux pas... Enfin, c'est très peu souvent où la personne est condamnée. Donc ça aussi, c'est quelque chose, je pense, qui doit s'améliorer. Complètement d'accord. Oui. Je pense qu'on va pas s'opposer à ça, hein, clairement pas. Ah oui, non. Mais oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment le fait que... En plus, je trouve que cette affaire aussi intéressante parce que du coup, c'est vraiment le violeur qui dit « Ah, mais attendez, je vais me faire bien voir. » Elle a avorté. Et je trouve ça... Se dire que c'est même pas... Enfin, c'était à 72, donc c'était il y a... Il y a quasi 50 ans. Ouais. Ah si, plus de c'est 50 ans. 50 ans, du coup. 53, 54 ans. 54 ans, oui. 54. Et je trouvais ça tellement... Parce que c'est que 54 ans, en fait. C'est ça, en fait. C'est qu'il y en a qui me disent, oui, ça, enfin, c'est loin et tout. 54 ans, c'est l'âge de mes parents. Donc non, c'est pas si loin que ça. Et je pense que c'est quand même important qu'on n'oublie pas, en fait. Ah oui, mais non. Tout à fait. Et c'est pour ça que du coup on a mis en petite découverte, je sais pas si on le voit bien, mais du coup le livre de Titou Lecoq a aussi un petit peu servi Oui, voilà. du coup pour nos recherches et pour présenter ces portraits de femmes. Et voilà, il n'est pas pour de sponsor ou je ne sais quoi, mais c'est important aussi de montrer par quoi on allait et de mettre en lumière, exactement. Déjà une autre femme, autrice, et puis ouais, qui nous a permis Je la connaissais déjà parce que j'avais vu des films où elle est citée. Et donc, je me suis servi quand même un peu plus pour étayer mon propos. Et oui, en fait, je trouve que c'est important. Je suis désolée, je me fais. Pas de souci. Est-ce que Claire, tu veux te lancer pour ton portrait ou est-ce que tu veux que je le fasse? Bah, vas-y, je peux y aller. Vas-y. Moi, c'est un sujet beaucoup plus différent et peut-être un peu moins triste que Oui, c'est vrai que... l'avortement. Désolée. Non, mais c'est très bien. Je voulais en parler. Et du coup, moi, comme je suis très littéraire, je voulais parler des femmes écrivaines. Et donc, j'ai trouvé le nom de la première femme écrivaine du monde entier. Et en fait, j'ai appris que la première personne dont on a retrouvé les écrits, c'était pas un homme mais une femme. Alors, elle s'appelle Enheduanna. C'est Alors, en fait, c'est une histoire qui s'est passée en Mésopotamie en 2300 avant notre ère. Donc c'est très très lointain. Et donc Enheduanna, c'est une fille d'un roi qui s'appelle Sargon d'Akkad. C'est le fondateur du premier empire mésopotamien et il est le roi de la ville d'Our. Et donc son père la nomme comme grande prêtresse, mais il va y avoir un petit problème.
dans l'Empire, parce qu'il va y avoir des révoltes. Et que suite à ces révoltes, Enheduanna, elle est destituée de ses fonctions de prêtresse. Et T'inquiète pas. elle va être forcée à l'exil. Et donc, après cet exil, elle va se mettre à écrire. Donc, d'abord, elle écrit des supplications. On en a retrouvé 2. Et elle s'adresse à la déesse Inanna. Après, on a retrouvé des hymnes. Et aussi, on dit qu'elle est poétesse. Mais après, ça, c'est pas sûr, d'après ce que j'ai lu. Parce que il y a des manuscrits, des manuscrits qui lui ont été accordés, alors on pense que c'est pas les siens. Du coup, je sais pas si on peut dire que c'est une poétesse, mais en tout cas, c'est la première écrivaine. Et c'est la première personne à signer ses écrits avec son prénom. Et surtout, elle écrit à jeu. Donc, elle s'affirme un peu. Puis, elle raconte un peu sa vie. Parce qu'elle se confie vraiment sur ce qui lui arrive. Et un peu, après son exil, comme elle parle à une déesse, elle exprime un peu... comment dire, ses fautes, parce qu'on lui reproche des choses et on pense qu'elle avait vraiment des choses à se reprocher. Donc voilà. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup, on ne sait pas vraiment comment elle a appris à écrire et on sait très bien que les femmes, elles n'avaient pas trop accès au savoir pendant des années. Sauf que là, c'était avant notre ère, donc on sait encore moins. Titio Lecoq, elle écrit soit c'est vraiment elle qui a écrit, soit c'est un homme érudit qui aurait pu écrire à sa place. Mais moi, je préfère penser que c'est elle. Voilà. Et du coup, on peut se demander aussi en quelle langue elle écrivait. Ça, j'avoue, je sais pas trop. Mais j'ai vu qu'elle écrivait sur des tablettes, c'est un peu des grosses pierres, où elle gravait. Mais je ne sais pas quelle langue c'est. Je suis désolée. Mais en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant. En plus, j'ai vu qu'il y avait une de ces tablettes qui était au musée du Louvre. Donc, j'ai très envie d'aller voir. Voilà, et je trouve que c'est hyper intéressant d'apprendre que en fait, c'est une femme qui est reconnue comme étant la première écrivaine de l'histoire et pas un homme. Et puis, penser que les femmes pouvaient écrire même avant notre ère, je trouve que c'est hyper cool. En plus, j'ai vu des traductions, du coup, je trouve qu'elle écrit vraiment bien. Puis il y a des figures de style, quoi. C'est super intéressant. C'est pas juste j'écris pour... Non, elle écrit vraiment, elle a une esthétique. Et du coup, je sais pas, moi ça m'intéresse. Je sais pas ce que vous pensez, mais voilà. Ok. Du coup, je l'ai lu, le livre. Oui. Donc, ouais, j'ai vraiment été, moi aussi, fascinée de me dire que c'était la première histoire un peu racontée où elle se raconte, du coup, comme tu dis qu'elle utilise le jeu, c'est une femme, elle a signé, et je trouve ça génial. Et du coup, c'est vraiment les hommes plus tard qui remettent en question le fait que ça soit elle. Oui. En fait, c'est ça, vrai c'est vraiment ça, c'est vraiment les hommes qui ont dit une femme qui écrit aussi bien, c'est suspect, ça doit être un homme. Et en fait, c'est la première et c'est pas la dernière. Oui. Puis même là, je suis en train... comme je suis en études de lettres, on est en train d'étudier un livre de Virginia Woolf. Et dedans, en gros, elle se pose des questions de pourquoi les femmes ne pouvaient pas écrire. Mais ça, c'était à l'époque... elle parle à l'époque de Shakespeare. Donc imaginez
en fait, le fait de savoir que même des milliers d'années avant, il y avait une femme qui pouvait écrire, en fait. Genre, enfin, je trouve que c'est vraiment fascinant et je n'ai jamais entendu parler de ça. Pourtant, comme je vous dis, je suis plutôt littéraire, donc je sais pas. Et c'est dommage parce qu'on n'étudie pas assez de femmes écrivaines. J'ai l'impression que quand on étudie des femmes écrivaines, c'est surtout des féministes qui font des essais, qui parlent des femmes, alors que elle était juste en train d'écrire ses peines. Voilà. Et moi, j'ai pas lu le bouquin, donc je peux pas, mais est-ce que le fait que, comme tu as dit, elle est la fille du coup de l'empereur du premier empire mésopotamien, est-ce que ce fait-là fait que peut-être elle a pu avoir accès, comme on suppose facilement que quand on est plutôt dans un environnement favorisé, à ce qu'elle ait eu accès pour pouvoir écrire, est-ce que ça en parle un peu de ça dans je le... crois pas que ça en parle. Je crois pas. Non, en fait, J'ai il se concentre beaucoup plus sur le fait qu'en fait, on lui a enlevé la maternité de ses écrits, en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment le fait. On sait, on a la preuve, parce qu'elle a signé les documents, mais on va revenir dessus parce que c'est une femme. Ouais. D'où pourquoi il ne faut pas qu'on les oublie. Voilà. Oui, en fait, je trouve que ça c'est la première où elle en parle et tout, l'autrice, et après elle revient, elle va dire que par exemple Voltaire va s'en prendre à une femme en lui volant des idées de pièces. Et en fait, il y a plein d'auteurs hommes qui plus tard vont prendre le travail de femmes oubliées, qui sont oubliées par la suite, en fait, c'est qui sont jouées par le clergé, parce que le clergé avait peur des femmes notamment qui, quand elles se rassemblaient, elles n'avaient plus le droit de se rassembler. À un moment donné, 5, c'était considéré comme horrible, il fallait les arrêter. Parce qu'en fait, les femmes ensemble, ça fait peur. Ouais. Malheureusement. Donc pourquoi ? Et puis surtout, vu que c'est une femme, en tout cas de lettres et tout, et que souvent, en tout cas dans les études littéraires, je pense que peut-être tu t'accorderas là-dessus, c'est majoritairement les mêmes femmes qu'on va mentionner, les mêmes noms, ça reste sur un cycle, un petit groupe de femmes. Puis souvent, c'est des femmes qu'on connaît, qui sont plutôt récentes dans l'histoire. C'est pas des femmes aussi vieilles, quoi. Oui. Donc, je me suis fait la réflexion quand j'ai lu mes livres. J'ai fait un bac littéraire, j'ai fait une licence littéraire. Et on va revenir sur les femmes que j'ai étudiées vraiment en profondeur comparées aux hommes. Mais il n'y a pas... En fait, on les mentionnait. On les étudiait. Voilà, c'est ça, on les mentionnait et on les étudiait pas. Moi, je sais que j'avais un prof de français qui était génial, qui essayait de nous faire découvrir plein de choses et qui avait quand même un petit programme à respecter. Et en fait, la seule femme que j'ai étudiée en profondeur, c'était pour la princesse de Montpensier. Celle l'autrice de la princesse de Montpensier. J'ai mangé ce nom, c'est horrible. Oui, je vois la princesse de Montpensier, j'ai vu son nom, mais parce que c'était mon œuvre de bac en fait. Et c'est pour ça, sinon, en fait, on a cité des noms, mais c'était tout. Alors, j'ai découvert des noms grâce à lui de femmes. Je me suis après dit, je vais lire de mon côté toute seule. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est triste, c'est parce qu'il y a des femmes... On dit oui, mais à l'époque, il y avait que les hommes. Non. Il y avait aussi des femmes, c'est juste qu'en fait, on préférait mettre en avant les hommes, que ce soit George Sand, que ce soit... on avait plein en fait. Oui, même en littérature proche, ça peut être les sœurs Brontë qui utilisaient des pseudonymes masculins ou des pseudonymes androgynes, même dans la littérature aujourd'hui contemporaine. Pour du polar, on a Fred Vargas, si je raconte pas de bêtises, qui a un pseudonyme androgyne, c'est une femme qui est derrière. Et même que ce soit Jane Austen, etc., une femme qui écrivait, qui utilisait entre guillemets ce pouvoir-là,
toujours été perçu mal et c'est une question aussi de comment la société est, Oui. malheureusement. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas plus loin qu'on va dire le 16e, 17e siècle, en termes de personnes, en tout cas pas forcément de personnages, mais en tout cas en termes d'autrices femmes Ouais. dont le public connaît, malheureusement. Oui. Mais oui, il y a, je pensais quand t'as dit 16e, j'ai pensé à Marguerite de Navarre et tout, je les ai vus qu'en licence en fait. Ouais. Louise Labbé, je l'ai vue en licence, mais ma dernière année de Je suis en train de le faire. Voilà. C'est vraiment ma dernière année de licence de lettres, ils se sont dit tiens, Marguerite de Navarre plus début de licence aussi. Le prof aime bien, ce prof-là aimait bien nous la mettre assez régulièrement, mais Louise Labbé, je la connaissais pas, j'ai lu son œuvre et j'ai fait oh, mais c'est génial. Oh, c'est pas mal. Ouais. Moi je sais que du coup ça se divise en plusieurs choses, son œuvre. Fille, un peu désolée, Non, je pense que pour un peu débattre un peu le truc, pour dépeindre, c'est vraiment une fille d'ouvrier, de cordonnier, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, elle a un peu la nouvelle bourgeoisie, et du coup, elle écrit. C'est tellement bien, parce que du coup, il y a des discours, des formes de poésie, de chansons. C'est pas une femme. On pense que c'est soit un homme ou plusieurs hommes qui ont... Parce que du coup, il y a aussi ce côté-là où en fait, il y a plusieurs hommes qui ont écrit des louanges aussi. Et du coup, ils pensent que c'est les hommes qui ont écrit les louanges en son nom pour elle, qui du coup ont écrit, mais du coup, ça les amusait d'écrire sous le nom d'une fille. Et du coup, voilà. Ok. C'est très drôle, oui. Voilà. Super. Et donc, oui, en fait, généralement, c'est ça. En fait, c'est quand il y a une œuvre féminine qui cartonne, qu'on reconnaît tout de suite le génie, on se dit c'est un homme derrière. Ouais, mais c'est trop bête parce que les femmes, justement, elles utilisaient des pseudonymes d'hommes. Pourquoi les hommes feraient l'inverse alors que normalement t'as moins de valeur? Avant, t'avais moins de valeur. Si Même t'étais une encore femme. aujourd'hui, Oui, même malheureusement, encore aujourd'hui. littérature. En fait, ça me fait mal au cœur de dire ça. Du coup, Mais oui, aujourd'hui, même des genres consommés par les femmes en termes de littérature va être très mal vu. La romance, par exemple. Ouais, mais là, ça pourrait être des débats qui vont durer très, très, très longtemps. Mais oui. Et moi, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, je commence à avoir honte de lire de la romance. Parce qu'en fait, c'est terrible. Vous pouvez pas me laisser dans mon délire. Je sais pas, on n'a pas le droit d'aimer ce qu'on veut. Genre, c'est ok, je suis une femme, peut-être c'est cliché d'aimer la romance. Mais et alors, genre, au pire, on s'en fout, genre. Enfin, Tant que ça plaît, c'est le principal. Je comprends. Puis je sais pas, je fais de mal à personne. Je comprends totalement. Ouais, Non, je comprends tellement parce que je sais que quand j'étais plus jeune au lycée, je disais plus ce que je lisais. Ouais, non, mais moi je dis pas. Je dis Moi, plus. je fais attention. Et dans ma famille, il y a des personnes aussi où je dis pas en fait ce que je lis. Ouais. Parce que je sais qu'ils vont me juger, qu'ils vont être en mode de la lecture pour femmes. Ouais. Ne parle pas. Au pire des cas, tu fais ce que tu veux. Voilà, moi je fais ce que je veux. Et oui, d'accord, il y a peut-être certains trucs que je lis plus parce que j'ai pas aussi. En fait, généralement, c'est les écritures classiques. Parce que mes études de lycée-collège m'ont fâché avec. Mais Oui, je comprends. je pense que tout le monde comprend. Mais après, je reviens petit à petit. Et en fait, généralement, les personnes qui me font des réflexions sur mes lectures, c'est des personnes qui ont arrêté de lire parce qu'elles sont dégoûtées. Et je peux comprendre. Tu arrêtes de lire parce que tu es dégoûté par l'école. Je peux comprendre complètement. Tu ne veux plus lire pour X raison. T'aimes pas lire. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est ces gens-là qui se permettent de te juger. Et je trouve ça, c'est vrai. fabuleux. Genre, c'est passionnant. Genre, tu te permets alors que moi, je lis quelque chose, je fais quelque chose qui me plaît. Mais je te juge pas dans tes passions. Et par contre, tu te permets de juger mes passions. Je suis en mode, bah non, ça marche pas comme ça. Mais oui, je suis d'accord. Et en plus, les gens, et je ne sais pas pourquoi, ils ont trop mis la lecture dans une case en mode, si tu lis vraiment des trucs super intelligents et tout. Très érudit, alors que pas du tout. La littérature, justement, c'est hyper diversifié. Et c'est ça que j'aime dedans aussi. C'est que tu peux te cultiver de toutes les manières. Même si j'ai envie de lire un manga, bah, c'est très bien. Je suis autant cultivée que quelqu'un qui lit du Victor Hugo. Enfin, je sais pas.
Puis même les gens qui disent ça, ils sont là, ils sont sur ChatGPT tous les jours. Et puis voilà quoi. Je veux pas juger. Bien sûr, il y a des gens qui sont aussi littéraires qui me disent que ce que je lis, c'est pas de la vraie littérature. Mais enfin, je veux dire, qu'est-ce que la littérature finalement? C'est une bonne question, mais qui malheureusement ne pourra pas être répondue. Voilà. Non, il n'y a pas de réponse. Hein. C'est pas le sujet de la vidéo. On s'est un peu écarté, désolé, c'est ton C'est tour. pas grave. Eh bien oui, on va passer au dernier portrait. On a fait du coup plutôt tout ce qui était question judiciaire, on a fait plutôt littérature. Et bien, mesdames et messieurs, partons plus du côté des sciences et du cinéma. Oui. Avec le portrait que je vais vous proposer, qui est celui de Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, pour faire un petit résumé avant qu'on plonge un petit peu plus dedans, c'est une actrice et inventrice autrichienne qui a été naturalisée américaine au cours de sa vie et qui a eu majoritairement une carrière dans les années 30, 40 et un petit peu années 50, du coup dans la période de l'âge d'or d'Hollywood. Voilà pour vous donner un petit peu. Dans le coup, elle est née du coup à Vienne le 9 novembre 1914, donc en plein milieu pendant tous les tout débuts de la Première Guerre mondiale. À l'époque, Vienne, c'était l'Autriche-Hongrie, qui était un immense empire au milieu de l'Europe. Et elle a grandi donc dans une famille juive. Ses deux parents sont juifs, dans une famille plutôt aisée. Et elle a grandi en fait dans un pays qui était en pleine reconstruction et qui devenait une petite république au centre du coup de l'Europe, de l'Autriche. Son vrai nom du coup c'est pas Hedy Lamarr, c'est Hedwig Keisler. Voilà pour vous faire le topo. Et elle est reconnue pour sa grande beauté. Je pense que si vous cherchez des photos sur les réseaux sociaux, vous allez très facilement voir du coup le fait qu'elle a été marquée comme l'une des femmes les plus belles. La première fois où ça a un peu arrivé dans sa vie, c'était quand elle avait 12 ans, où elle a remporté un concours de beauté à Vienne. Voilà, et ça a un peu lancé sa carrière dans la vie. Elle a commencé sa carrière du coup à Vienne dans la fin des années 20, puis elle est partie à Berlin à partir de 1931, où elle a eu une carrière et à la fois dans le cinéma et à la fois dans le théâtre. Et le premier grand succès, en tout cas de cinéma qu'elle a eu, c'est pour le film Extase, ou Ecstasy en anglais, qui date de 1933, qui a été son premier succès. Il faut imaginer qu'elle avait 19 ans à l'époque et qu'elle était reconnue comme The Ecstasy Girl parce qu'elle a fait une scène de nu et une scène d'orgasme dans le film. Voilà. Qui a marqué énormément le public pour ces raisons-là, et du coup elle était nommée comme The Ecstasy Girl dans les années 30. Puis du coup avec la montée du nazisme au sein de l'Allemagne nazie, elle est partie direction Londres en 1937, où elle a rencontré une personne qui peut-être vous dira pas quelque chose, mais Louis Mayer. Louis Mayer, il est le propriétaire d'un studio de cinéma qui s'appelle la MGM. Qui est l'un des grands studios du coup hollywoodiens qui se forme à peu près vers la fin des années 1910-1920, et où il lui fera une proposition d'un contrat qu'elle refusera. 6 mois d'essai et $150 à peu près la semaine, ce qui est pas énorme, mais en même temps ça fait un petit cachet. Et elle a refusé ça. Elle est partie du coup vers les États-Unis dans le même bateau que Louis Mayer. Et elle a réussi à obtenir un contrat de $500 par semaine, ce qui est plutôt une belle fortune à l'époque, ce qui fait $2000 par mois. Alors, avec l'inflation et tout, je ne saurais pas dire le salaire que ça fait à l'époque, mais du coup, elle a eu un contrat avec la MGM pendant 7 ans, du coup de 1938 à 1945, où elle a tourné avec de grands réalisateurs de cette époque-là, de l'âge d'or d'Hollywood. On a King Vidor, on a Robert Z. Leonard, on a Victor Fleming, on a Jacques Tourneur. Et dans le coup, elle a eu son pic de popularité dans les années 1940. Et on reviendra à cette période-là un petit peu plus tard. Pour continuer du coup sur sa carrière du coup cinématographique, elle l'arrête dans les années 50, du coup en 1954,
où au final, de plus en plus, du coup, elle est mise dans des seconds rôles et où du coup, elle n'est prise que pour des rôles soit de glamour, soit de femme fatale. Et du coup, elle reste dans cette persona qui était quelque chose qui était très couramment utilisé à l'époque à Hollywood dans les rôles. Et elle arrêtera sa carrière du coup vers ce moment-là quand plus personne du coup ne regardera ses films. Et elle a arrêté aussi sa carrière pour la raison qu'elle ne voulait pas se voir vieillir. Voilà. Du coup, ce qui fait que dans sa vie, au final, à partir des années 60, on a quelques apparitions. Il y a souvent les histoires, du coup, par rapport au fait qu'elle a fait du vol à l'étalage, où elle a été accusée par l'un de ses maris qu'elle a eu. Elle a eu 6 mariages et 3 enfants. Mais sachez qu'il y avait beaucoup de mariages, en tout cas à Hollywood à cette époque-là, même de mariages de convenance, etc. Pour les carrières, etc. La presse était très importante à l'époque, elle l'est toujours, mais sous plusieurs médias, mais ça c'est une autre question. Et du coup, elle a écrit, il y a eu une autobiographie qui a été publiée sur elle, du coup, aussi dans fin d'année 60, 1967, qui s'appelle Me Ecstasy and Me. Mais revenons du coup aux années 40, parce que du coup, je vous ai dit qu'elle était inventrice. En tout cas, qu'elle a fait des sciences. Il faut savoir que, du coup, en tant qu'inventrice, la chose pour laquelle elle a pu connue et ce qui a été très oublié, parce qu'elle n'en a pas parlé dans les médias, c'est le fait qu'elle a déposé un brevet en 1941 avec un pianiste et compositeur qui s'appelle Georges Antheil. Et ce qu'elle a créé, c'est un fonctionnement de transmission de signaux par étalement du spectre par saut de fréquence. Alors vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? En fait, pour simplifier, à l'époque, pour capter les messages radio, c'était qu'une onde qui donnait tout le message. Donc, quand tu es en pleine guerre, comme là, la Seconde Guerre mondiale, au moment où elle a déposé ce brevet, c'est un peu problématique. On n'a pas trop envie que l'ennemi ait les infos. Du coup, ce qu'elle a trouvé, c'est un étalement du coup de ce spectre-là, où les messages seraient envoyés sur plusieurs du coup, ondes différentes, mais quand tu les rassembles, tu as le message. Ce système-là, du coup, il était utilisé par les États-Unis, mais l'Allemagne nazie, l'Italie du coup de Mussolini et même le Japon l'utilisaient pas, et du coup ce qui a permis d'éviter que les paquebots se fassent torpiller par du coup les armées de l'Axe. Et il faut savoir que ce système-là, qui est très en somme étrange, et bien, il faut savoir qu'on l'utilise tous les jours. Dans le sens où aujourd'hui, on l'utilise, ça a servi de base pour le fonctionnement de nos positions satellites, donc pour utiliser les GPS, pour tout ce qui est liaison chiffrée militaire. Alors en plus, vu le contexte actuel, je suis vraiment désolée, mais ça sert à ça, ce qu'est son invention, pour les communications entre la Terre et le spatial, quand il y a des missions du coup de la NASA ou de d'autres compagnies spatiales dans le monde, mais aussi pour la téléphonie mobile. C'est grâce à elle qu'on peut s'appeler, grâce à ce système-là d'ondes. Et il y a un autre système qui se rapproche du coup de son système d'étalement, et ça s'appelle le DSSS 3S, pour l'étalement de spectre à séquence directe, qui est aujourd'hui dans la création de la norme du Wi-Fi. Ouais. Voilà, et il faut savoir que du coup, sous cette connaissance-là par rapport au paquebot torpille, etc., elle les a eues lors de son premier mariage avec Friedrich Mønland, puisque du coup, c'était il faisait beaucoup de commerce du coup pour le compte de l'Autriche avec l'Italie de Mussolini. Donc elle était au dîner et elle a pu apprendre au fur et à mesure les technologies. C'était quelque chose qui l'inspirait énormément. Elle a toujours été dans de la création d'inventions dans ses passants, même sur les tournages, en dehors des plateaux de tournage. Et elle a toujours un petit peu créé, et ça en tout cas c'est le brevet, il date de 1941. Elle n'a jamais été au courant avant très tard dans sa vie que son invention a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà pour la petite histoire du coup sur Andy Lamar. Ok. Je trouve que c'est trop intéressant parce que ça vraiment on n'en parle pas. Genre là c'est elle en fait. Oui, ça c'est elle. Si on peut s'envoyer des messages, c'est elle. Non, franchement, c'est incroyable. Mais moi, je veux revenir sur un truc que t'as dit quand t'as dit qu'elle voulait pas se voir vieillir. Est-ce que tu penses que c'est à cause des hommes qui disent que la femme, c'est beau que quand c'est jeune?
Alors je pourrais pas te dire, en tout cas je sais que en fait la question de la beauté et de l'âge a toujours été un problème, en tout cas à Hollywood, et déjà à cette époque-là, et en tout cas elle a eu du mal à elle se voir vieillir, elle a fait des chirurgies esthétiques qui malheureusement ont un peu mal fonctionné dans les années 60. Ce qui fait que du coup, ça a un peu précipité le fait qu'elle ait encore plus arrêté le cinéma, puisque elle pouvait plus, entre guillemets, je trouve ça affreux de dire ce terme-là, mais elle ne pouvait plus rivaliser avec ces jeunes actrices du coup qui arrivaient dans le système hollywoodien. Et dans cette volonté de nouveauté, quand elle a arrêté sa carrière, ça faisait à peu près 6 ans qu'il n'y avait pas eu les grands journaux de l'époque qui ont parlé d'elle, où elle a été en couverture. Pour dire à quel point l'exposition médiatique a aussi joué sur le fait qu'elle s'est repliée du monde et en tout cas selon des témoignages qui ont été faits par des personnes pour du coup des documentaires qui ont été faits sur elle aux États-Unis par des documentaristes, etc., où au final elle vivait recluse chez elle et qu'en fait elle n'était qu'au téléphone tous les jours de 6-7 heures au téléphone, elle ne parlait que comme ça avec l'extérieur. Vraiment, elle n'a pas accepté en fait le fait de vieillir, mais ça peut être comme par exemple Sissi l'impératrice qui refusait de se voir vieillir et qui du coup avait des doublures pour ses portraits officiels. Ok. Donc je pense que c'est une question aussi avec se voir vieillir et le fait que son image est un peu intemporelle, parce que souvent les images qu'on voit sur internet quand on tape son nom, Hedy Lamarr, c'est ces films qu'elle a fait dans les années 40. Où elle a 30 ans, mais entre guillemets, elle est dans la fleur de l'âge et tout ça. Donc, elle a été considérée comme l'une des plus belles femmes au monde, comme l'a été Marilyn Monroe et d'autres actrices, bien évidemment, mais on l'a pensée bête toute sa vie par rapport à cette question de la beauté et de ne pas aller au-delà. Oui, alors qu'elle a inventé des trucs... qui nous sert. Voilà. C'est ça, qui nous sert tous les jours. Oui, mais du coup je la connaissais. Je connaissais la personne. Alors je ne pourrais pas te dire comment je l'ai découverte la première fois, mais en fait ça m'a fascinée de se dire qu'en fait, mais pour plein de gens, c'était une femme belle et du coup c'était tout. Ça devait s'arrêter là. Tu es belle, tu es magnifique, tu fais des films, c'est génial. Genre t'as fait des scènes de nu, t'as fait des scènes où franchement c'était tout. Et derrière en fait on ne reconnaissait pas son intelligence et c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours et c'était quelque chose qui me fascinait. Enfin de se dire en fait on s'arrête au visuel et pas au reste, et du coup malheureusement c'est pour plein de femmes, dans toutes les époques et pas qu'à cette époque-là, malheureusement, c'est encore au XXe siècle, il y a maintenant de nos XXe siècle, et c'est vrai que c'est tellement intéressant. Et triste, intéressant et triste. Mais oui, c'est fascinant de se dire que elle a déposé un brevet, pardon. Elle a déposé un brevet et elle se rend compte bien plus tard qu'en fait son œuvre a servi à sauver des vies, a servi pour pouvoir gagner une guerre. Même pour Apollo. Oui, voilà. La mission Apollo. Si les Américains sont allés sur la Lune, et ben sans elle, ils l'auraient pas fait. Voilà, c'est ça. C'est juste dire que son invention a permis tellement de choses et malheureusement, ça arrive souvent que quand c'est des femmes, on s'en rend pas compte et tout. Ou sinon, on met le sous le tapis. Oui, voilà, c'est ça. on se rappelle d'elle que par son corps et son image. Oui, mais du coup, elle fait partie des portraits qu'une créatrice de contenu que je suis du coup sur Insta, on parle beaucoup, c'est Léa Passion Vintage, et elle fait plein de portraits comme ça, de femmes oubliées ou du coup qui ont fait des choses qu'on voit, qu'on utilise et qu'on n'entend pas, et du coup elle a fait ce portrait aussi là, parce que du coup c'est pour ça que ça m'a redit, parce que je l'ai redécouverte grâce à le portrait qu'elle a fait. Et en vrai, c'est tellement intéressant sa chaîne, son contenu sur Insta, parce que du coup, elle parle plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses, comme tu viens de dire, qui montrent que des femmes, on oublie. Par exemple, la Tour Eiffel, si elle tient, c'est par rapport à les calculs d'une femme. Ah, ouais. Intéressant. Et du coup, c'est Sophie... Alors, attends, mais je l'ai là. C'est Sophie Germain.
du coup, c'est ces calculs-là c'est par rapport à des calculs qu'elle a fait elle. En plus, son Napoléon, c'était pas gagné parce que les femmes sous Napoléon, c'était considéré comme des arbres fruitiers. Elles devaient juste servir à donner des bébés. Donc voilà. Et en fait, c'est elle qui a résolu, du coup. Alors attendez, là, je prends mes notes parce que c'est pas facile. Elle a résolu le problème des vibrations des surfaces élastiques. Donc, j'explique, parce que moi non plus, quand Vas-y. c'est comprendre comment les plaques métalliques réagissent quand on les fait vibrer. Et du coup, je pourrais pas vous détailler plus que ça. Non, mais ça va. En fait, c'est pour qu'une structure tienne quand il y a peut-être trop de terre et tout ça. Oui. Donc c'est pour ça que la tour Eiffel, ça rien. Elle tient. Elle tient grâce à ses calculs. Et en fait, je me trouvais tellement fascinant parce que c'est un symbole de la France. Elle est même pas sur la tour Eiffel. Il y a 76 noms qui ont été gravés sur la tour Eiffel d'hommes. Et elle n'en fait pas partie. Et du coup, normalement, elle fait partie dans la liste Des noms qui ont été donnés. qui vont être donnés et votés. Parce que du coup, ils vont faire graver des noms de femmes. Ah, mais enfin, c'est pas trop tôt. 2026. Ouais, mais pas encore. Attends, tant que ça se passe. Non, j'ai pas les dates. Bon, Mais du coup, là, ça y est, là, elles ont été posées au vote dans les assemblées et il n'y a que 72 noms et pas 76. Normalement, il devait en avoir 76. Mais il n'y en a que 72 qui vont être du coup gravés sur la tour Eiffel et du coup, je pense qu'il serait quand même préférable qu'elle soit sur la tour Eiffel, sachant qu'elle a participé. Même si c'est après, du coup, à sa construction. Mais du coup, oui, pour moi, ça faisait écho. Oui, tout à fait. Oui. En mode, on utilise, nous, on s'en sert un peu en mode soft power pour faire briller la France. Et c'est grâce à une femme, en fait. Non, mais on est là pour ça. Hein. On est là pour s'instruire sur les femmes. Donc. En tout cas, de partager tous ces portraits. Et on sait que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de portraits de femmes racisées. On aurait pu parler on n'a pas fait ça. Comment elle s'appelle ? La danseuse, tu veux dire ? Et pas forcément la danseuse que j'avais en tête. J'avais en poésie, une autrice, une poétesse américaine. C'est honteux. Maya Angelou, je crois. Il va falloir qu'on check avant. Mais mettez en vrai dans le commentaire des portraits de femmes qui vous intéressent, partagez les histoires parce que le plus on partage et on multiplie la connaissance, le mieux on permet de raconter et de pouvoir à ce que ces histoires ne tombent pas dans l'oubli. Donc voilà, est-ce que vous avez quelque chose, une petite dernière chose à dire avant qu'on coupe le podcast, cet épisode-là ? Non, ça tenait à cœur en vrai. Celui-là, ça tenait à cœur parce que c'est vrai que c'est tellement important et je me suis fait la réflexion plus tard en vieillissant que en fait, on n'entend tellement pas de portraits de femmes. En lisant du coup le livre, il y a des choses que en fait on ancre dans notre éducation et en fait on se rend compte en mode pourquoi on n'a pas remis en question, pourquoi on s'est pas interrogé sur ça, c'est vrai, c'est bizarre et en fait on se rend compte que c'est par rapport à des a priori en fait nous maintenant on a tellement on a tellement ancré le fait que les scientifiques, que du coup c'est des choses qu'on revérifie avant de parler, même s'il y a encore des choses à redire, mais en fait on nous apprend ça, du coup on l'ancre, et après qu'en fait, quand on voit, en fait, on voit qu'en fait non, que on a passé sous silence certaines choses parce que ça nous arrangeait pas, ou on s'est rendu compte plus tard en fait que non, à l'époque où les choses étaient découvertes, les faits scientifiques n'étaient pas encore développés, que ce soit l'ADN, que ce soit... par exemple, là, pour l'exemple que je peux prendre, c'est les femmes, elles chassaient pas à la préhistoire. Et en fait, on s'est rendu compte que si. Ouais, je voulais en parler justement parce que j'allais dire que... en fait, je sais pas vous, mais moi, par exemple, il y a des questions dont je me pose pas parce que c'est tellement ancré en nous que t'as pas ce réflexe d'y penser comme... les hommes préhistoriques et tout, on parle que d'hommes, on parle pas de femmes. Et en fait, justement, comme tu disais, les chasseurs et tout, moi, j'ai jamais pensé au fait qu'il y avait des chasseuses, mais alors qu'en fait, on parle que des chasseurs et qu'en fait, on sait même pas ce qui se passait avant. Alors qu'en fait, ça se trouve, les femmes, elles étaient beaucoup plus libres. En fait, on sait pas. On sait pas ce qui s'est passé. Mais ouais, en fait, pour moi, mon père, moi, j'étais élevée avec
des séries, alors c'est pas très... des séries scientifiques ou policières, où le médecin légiste, en fait, il regarde le corps, il fait « Ah ouais, le bassin, il est un peu serré, c'est une femme ». Et du coup, tu t'imagines, c'est pareil, quand eux, ils ont découvert les tombes, les archéologues et tout ça, ils se sont dit, ils ont dû se baser sur des choses qu'on nous montre, qui nous reconnaît comme tant que femme ou en tant qu'homme. Et en fait, on se rend compte que des fois, ils s'arrêtaient juste parce qu'ils trouvaient, par exemple, des têtes de flèches. Et ils se disent « Ah, il y a les armes, c'est un homme ». Ouais. Et quand ils sont revenus plus tard, ils se sont rendus compte qu'en fait, par exemple avec l'ADN, qu'il y avait des femmes. Oui. Et c'est fascinant parce que, en fait, c'est ça, en fait, on grandit. Nous, on a l'habitude des fois de baigner dans des évolutions scientifiques et médicales. Et on se dit, oui, du coup, même si c'est des scientifiques à l'époque, ils ont dû vérifier parce que les bassins et tout ça, ça n'a pas changé. C'est quelque chose qui était quand même déjà à l'époque. Et en fait, on se rend compte que non. Et on nous a appris des choses à l'école par cœur et qu'en fait, qui sont pas vraies. Ou en tout cas qu'on n'a pas voulu les remettre en question puisqu'on a plaqué un système de pensée, une société telle qu'elle a été construite et qu'on a fait perpétuer et qu'on se dit les systèmes étaient pareils et on n'est pas allé plus loin. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est une bonne note pour terminer, d'ouvrir à notre esprit critique là-dessus. Remettez en question ce qu'on vous apprend. Et merci à tous du coup de nous avoir écoutés. C'était un plaisir d'avoir du coup Claire des coups d'effet queer avec nous. Merci de m'avoir invité. Voilà. Avec plaisir. C'était vraiment trop intéressant. Si jamais un jour tu veux faire t'as une idée. Écoutez, j'y penserai. Voilà. Merci à tous et à tous de nous avoir soit écoutés, soit regardés. C'est avec plaisir qu'on lira les commentaires en vrai pour des partages sur des femmes, des histoires de femmes que vous connaissez, c'est mieux dit comme ça. Et puis on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, de nouveaux podcasts et on va pas trop révéler en vrai la suite. Allez. Qu'est-ce qu'on prépare. Au revoir. Au revoir.